Alors aujourd'hui, petite leçon de dédiabolisation pour les nuls. Vous allez voir, c'est tout simple et à la fin, c'est exactement la même chose. Méchant, gentil. Et ça marche aussi avec reconquête. Méchant, gentil. Et je vous avais dit, à la fin, c'est toujours pareil. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le lundi 15 décembre et je vous propose de prendre des nouvelles de l'Union des droites. Alors ce week-end, Valérie Pécresse a perdu patience. Dans une tribune au Vitriol, la présidente LR d'Île-de-France a claqué la porte. La droite n'est pas à vendre, elle n'est pas née pour servir de marchepied aux ambitions des autres, a-t-elle écrit. À force d'appel du pied à l'extrême droite, les contorsions électoralistes de ses camarades républicains ont fini par lui hérisser le poil. Pour elle, il n'y a rien à attendre de ceux qui méprisent la droite républicaine, ses valeurs et son histoire. S'allier au RN, c'est s'effacer, c'est devenir ses supplétifs, sa caution de respectabilité. Pécresse fait donc partie des derniers irréductibles à droite à refuser toute tambouille avec l'extrême, aux côtés de Xavier Bertrand ou encore Jean-François Copé. Elle l'appelle ça l'éparpillement. Pour elle, le cercle des alliances est strictement balisé. Les anciens de l'UMP, les gaullistes, les centristes, les membres d'Horizon et éventuellement les déçus du macronisme. Point barre. Mais on l'a dit, cette ligne est devenue rare. Nicolas Sarkozy, lui, a clairement changé de trottoir. Dans le journal d'un prisonnier paru la semaine dernière, dont je vous ai déjà servi les extraits les plus croustillants dans un récap, l'ex-détenu chante très longuement les louanges de Marine Le Pen et de ses ouailles. Il estime notamment que le chemin de la reconstruction de la droite ne pourra passer que par l'esprit de rassemblement le plus large possible, sans exclusive et sans anathème. Il y a aussi Laurent Wauquiez, le chef des députés de droite, ou encore David Lisnard, le maire de Cannes et vice-président des Républicains. Tous deux ont appelé à une large primaire. Il y a un éclatement de l'UDI à Horizon jusqu'à Dupont-Aignan, CNAFO, etc. Alors à droite, les digues ont largement sauté et si dans sa tribune, Pécresse évoque essentiellement le RN, ses camarades ratissent encore plus loin dans leur extrême droite. D'ailleurs, vous n'avez rien remarqué dans la déclaration de David Lisnard ? Il invoque Sarah Knafo et pas Éric Zemmour. Et ce n'est pas pour rien. D'ailleurs, Laurent Wauquiez avait lui aussi appelé de ses vœux la primaire allant de Gérald Darmanin à Sarah Knafo. Alors politiquement, ça ne change rien. Sarah Knafo, c'est du pur Éric Zemmour dans le texte. Pour elle, par exemple, l'islam n'est pas compatible avec la République, le droit du sol doit disparaître. Bref, elle est tout aussi radicale et identitaire. Elle partage d'ailleurs les positions d'Éric Zemmour, y compris celles qui lui valent des condamnations devant la justice, et le principal intéressé le revendique fièrement. Sarah Knafo, c'est moi. Et moi, je suis Sarah Knafo. Sarah Knafo, c'est vous. Non, vous n'êtes pas Sarah Knafo. Non, mais vous avez compris. Nous sommes exactement... Oui, mais si Sarah Knafo, c'est vous, et si vous êtes Sarah Knafo, il devrait pouvoir dire jusqu'à Éric Zemmour. Mais demandez-lui et vous verrez qu'il le dira. Mais vous savez aussi ce que disent les Républicains en off, Allez-y. comme on dit. Non, moi, je Sarah suis pas, Knafo, c'est Éric Zemmour sans les condamnations. Ah, on y vient. Vous voyez que j'ai bien fait d'évoquer tout à l'heure ma conception de la liberté d'expression. Est-ce que vous pensez que ça joue quand Laurent Wauquiez ne donne pas votre nom ? Je ne pense que ça ne joue pas et je pense que c'est de l'hypocrisie. Mes condamnations, je vais vous dire, ce sont des médailles. Je ne suis pas un délinquant. Je n'ai pas volé d'argent. Je n'ai volé personne et je n'ai pas tabassé une vieille dame au coin de la rue. Provocation à la haine raciale, c'est une médaille. Oui, justement, je vous l'ai dit. La semaine dernière. Je vous l'ai dit, ça ne veut rien dire. Peut-être que Laurent Wauquiez en fait un obstacle. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas qu'il s'allie à Sarah Knafo, parce que Sarah Knafo est d'accord avec moi. Mais elle n'a jamais été condamnée, à ma connaissance. Elle n'a jamais été condamnée. Parce que ça fait qu'1 an qu'elle est dans le débat public. Alors la différence entre Knafo et Zemmour, c'est essentiellement la forme. L'étoile montante de Reconquête a parfaitement intégré l'art de la dédiabolisation. Même discours, mêmes obsessions, mais avec une voix posée, un sourire poli et des angles bien arrondis. Bref, une meilleure maîtrise de la communication politique. Longtemps restée dans l'ombre de Zemmour, cantonnée à son rôle de principale conseillère,
et de compagne de ce dernier. Sarah Knafo, 32 ans, goûte à la lumière depuis quelques mois à peine. Depuis 2024, elle est députée européenne, l'unique d'ailleurs élue du microscopique parti Reconquête, crédité d'un très confidentiel 0,7% aux dernières législatives. Peu d'électeurs, mais une exposition maximale. Énarque, ancienne magistrate de la Cour des comptes, Sarah Knafo a flairé un bon filon, élargir la vitrine. Bah oui, il faudrait quand même pas trop marcher sur les plates-bandes de son champion, alors elle lui laisse les tirades pseudo-philosophiques sur l'identité française et compagnie. Elle, son truc, c'est l'économie, la fiscalité et l'argent public. Nous montrons que notre discours, ce n'est pas seulement l'immigration et la sécurité, s'explique-t-elle. Alors personne n'est dupe, les obsessions identitaires ne sont jamais bien loin, elles attendent juste sagement leur tour, et il suffit d'ailleurs de l'écouter quelques minutes pour s'en rendre compte, mais la stratégie, elle, est bien rodée. En variant les thèmes, Sarah Knafo offre à Reconquête de multiplier les invitations en plateau. Et d'ailleurs, elle a tapé juste dans son choix, surtout à l'heure où les discussions budgétaires s'enlisent depuis des mois. Et en prime, l'économie, c'est pile le sujet de grandes discordes avec le Rassemblement national qui aurait, selon Zemmour ou encore Retailleau, un programme économique de gauche, voire d'extrême gauche, puisque les mots n'ont plus aucun sens. Alors c'est d'ailleurs pas pour rien que le RN est en pleine mue libérale ces derniers temps. Mais alors ces divers plaidoyers venant de LR pour une primaire de la droite jusqu'à Knafo, c'est une véritable aubaine pour Reconquête. D'ailleurs, les partisans de Zemmour l'appellent de leur vœu depuis plusieurs mois déjà. Ce à quoi on appelle, et aujourd'hui on est malheureusement les seuls, mais j'espère que ça ne durera pas longtemps, on appelle néanmoins à une union des droites. Donc nous, ce qu'on demande, c'est de faire cette union, d'être capable de dire quel est notre dénominateur commun. On a des différences, on ne va pas le nier, on a des différences avec les républicains, peut-être qu'on en parlera, on a des différences avec le Rassemblement national là aussi, mais est-ce qu'on est capable de se dire il faut une plateforme commune, il faut quelques mesures d'intérêt général commun dans le cas où il y aurait une dissolution, et si oui, alors on serait tout à fait capable de se dire là on retire nos candidats partout où l'accord le rend nécessaire, et on présente quelque chose de commun pour espérer avoir une majorité ensemble. Avec cette perspective d'union, le parti de Zemmour se donne de la légitimité à droite. Encore un savant coup de dédiabolisation. Marine Le Pen, elle, veut placer Reconquête sur son extrême droite, histoire de montrer qu'il existe pire qu'elle, évidemment. Et Zemmour, lui, martèle depuis des années qu'il se trouve à équidistance entre LR et le RN. Alors vous l'avez compris, c'est la course à qui sera le plus infréquentable chez les fachos, mais reste à savoir qui du couple Knafo-Zemmour tirera son épingle du jeu le jour venu. Alors même si on a compris que c'était bonnet blanc et blanc bonnet sur le plan politique, il serait bien illusoire de penser que les égos ne viendront pas jouer les troubles fêtes, surtout celui de monsieur, en l'occurrence, qui est déjà en train de se faire doubler par sa dulcinée dans les derniers sondages. Elle flirte désormais avec le président LR, Bruno Retailleau. Il ne faut évidemment pas négliger l'effet de loupe, surtout quand les médias Bolloré sont à la manœuvre. En plus des passages répétés sur les antennes, Sarah Knafo est particulièrement choyée. Elle s'est encore payée la une du JDD News la semaine dernière avec sa nouvelle marotte, l'audiovisuel public. En titre, France Inter, France 2, ils détournent votre argent, la charge de Sarah Knafo contre l'audiovisuel public. Cette une, ce n'est pas la première que consacre le supplément du JDD à la trentenaire. Début novembre, il y a à peine un mois, c'était la révolution économique de Sarah Knafo qui s'est allée en première page. Valeurs Actuelles en a aussi fait ses choux gras, cette fois avec un hors-série, Sarah Knafo de A à Z. Paru début octobre, ce magazine 100% Knafo donc, a été, à écouter le patron de la rédaction en tout cas, un carton en kiosque, tellement que le numéro a été réimprimé. Alors forcément, face à ce succès revendiqué, les autres médias entrent dans la course et s'arrachent le phénomène Knafo. Dopée par la Knafomania, la trentenaire se met à caresser l'idée de la mairie de Paris, une manière de transformer sa notoriété fraîchement acquise en légitimité politique réelle. Et cerise sur le gâteau, elle pourrait venir bousculer l'électorat aisé, sensible aux petites angoisses identitaires, le
même sur lequel lorgne le RN avec son candidat Mariani, donné à 10%. Dans leurs rêves les plus fous, Reconquête infligerait une déroute électorale au RN à Paris et ferait oublier ainsi ses scores microscopiques précédents. À ceux qui plaideraient que Reconquête joue les diviseurs, CNAFO a déjà la parade. Elle dit à qui veut bien l'entendre que Reconquête n'aurait aucun mal à appeler à voter Dati au second tour, sous-entendu contrairement au RN. Alors pour l'heure, la question ne serait pas encore tranchée. La trentenaire pèserait le pour et le contre en se plaçant dans la course parisienne. Elle qui est déjà cataloguée comme une jeune élite urbaine et surdiplômée risque surtout de renforcer cette image élitiste qui a coûté à Éric Zemmour à la dernière présidentielle. Et puis passer en quelques semaines de grands sujets nationaux à la vie parisienne, ça ne s'improvise pas, mais au fond, qu'importe. Tout cela n'est qu'une vitrine, encore une. Pour Reconquête, Paris n'est qu'un tremplin. Le vrai objectif, c'est évidemment 2027. Seule certitude à ce stade, CNAFO devra annoncer sa décision avant le 31 décembre. Au final, l'union des droites ressemble moins à une alliance qu'à un concours de contorsion et d'ego. Toutes ces histoires d'union, c'est bien joli, mais à gauche, on sait mieux que quiconque que le plus dur reste de s'entendre. Pour LR, ces manœuvres ressemblent surtout à une opération de la dernière chance. Le parti est tellement affaibli qu'il cherche à absorber des gens plus petits qu'eux électoralement. Mais à quel prix ? Celui de flirter avec des nationalistes identitaires. Et pour certains, c'est déjà trop demandé. Et puis la mémoire est tenace. La primaire de 2022 a laissé ses traces. La primaire de 2022 a laissé des traces. Rappelez-vous, Éric Ciotti avait entraîné tout le monde à droite, forçant Barnier, Bertrand et Pécresse à le suivre dans une course à l'échalote sur l'immigration et l'insécurité. Alors imaginez Zemmour ou CNAFO à la tribune. Autant dire que ça promet un spectacle encore plus radical et chaotique. Au centre de toutes ces attentions, donc, Sarah CNAFO, vedette inattendue de la séquence. La jeune élue illustre à elle seule les enjeux et les tensions de la droite française en vue des prochaines échéances. Elle n'est plus la conseillère en retrait d'Éric Zemmour. Désormais députée européenne, elle est devenue la caution glamour, médiatique et stratégique de la droite radicale. Et avant de passer à l'actu du jour, le média a un message pour vous. Depuis plus de 8 ans, nous tenons bon dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses écrivent, enquêtent, filment, montent. Chaque jour, ils et elles mènent la bataille de l'info. Mais pour tenir, nous avons évidemment besoin de vous. Notre antenne, notre histoire, c'est vous qui la faites vivre. Alors aidez-nous à continuer à vous informer et à créer un paysage audiovisuel plus juste, plus social et plus solidaire. Abonnez-vous ou faites un don défiscalisé aux médias. C'est sur notre site internet. Grâce à vous, le combat pourra continuer. Aux médias, ça fait longtemps qu'on ne croit plus au Père Noël, mais on sait qu'on peut compter sur vous. Cette année, offrez-vous une information indépendante et engagée. Faites un don défiscalisé à hauteur de 66%. Le monde agricole ne décolère pas au sujet des abattages des bovins atteints de dermatose nodulaire contagieuse ou DNC. Pour les syndicats agricoles, la Confédération paysanne en tête, il est impensable d'abattre ainsi tout un élevage. Des blocages et des mobilisations ont eu lieu tout le week-end, comme dans l'Ariège, où des affrontements avec les forces de l'ordre ont eu lieu, alors que les éleveurs tentaient d'empêcher l'abattage de plus de 200 bovins. L'A63 au sud de Bordeaux et l'A64 au sud-ouest de Toulouse ont été bloqués, ainsi que l'A75 et plusieurs autres nationales. Des mobilisations sont également attendues dans les Pyrénées-Orientales à l'appel de la Confédération paysanne. Plusieurs blocages routiers sont à prévoir mardi 16 décembre. Vendredi 12 dernier, Angèle Allègre de la Confédération paysanne de l'Ariège nous a expliqué ce qu'était la dermatose nodulaire et pourquoi ces abattages à cette échelle sont disproportionnés. On l'écoute. C'est une maladie qui est classée au niveau européen A comme à risque, mais à risque pour le système économique. Donc, il est demandé de faire un abattage total et une vaccination dans la zone réglementée. Au-delà de ça, cette maladie ne comporte aucun danger pour la santé humaine, même si on consomme du lait, du fromage, de la viande.
Même si on approche les animaux malades, il n'y a aucune contagion possible, donc il n'y a aucun risque pour l'état de santé. Il est disproportionné pour plusieurs raisons, mais la première raison, c'est que c'est, comme je viens de le dire, c'est des années, des générations de travail sur un troupeau, ça se recompose pas comme ça. Les éleveurs et les éleveuses savent faire le renouvellement au fil des générations, ils travaillent avec des animaux génétiquement, de souche, sur leur territoire. Et ensuite, par rapport à cette maladie, nous avons proposé mardi, en concertation avec les autres syndicats, la Chambre d'agriculture, un protocole expérimental pour mettre cet élevage-là sous cloche, c'est-à-dire vraiment le fermer du reste du monde, d'avoir une surveillance accrue plus, d'avoir une zone tout autour très surveillée et d'euthanasier les vaches malades s'il y en avait et de conserver cette surveillance sur un certain temps pour voir l'évolution de la maladie, s'il y est. Alors pour tenter de répondre à cette colère, Emmanuel Macron a fustigé l'accord UE-Mercosur et a demandé à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de reporter son examen. Et pendant ce temps, le Premier ministre Sébastien Lecornu, pourtant déjà pris dans les débats sur le budget, s'est rendu ce lundi 15 décembre en Occitanie, où de nouveaux foyers de DNC se sont déclarés. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, prétend quant à elle que la situation est sous contrôle, alors qu'un cas a été découvert aujourd'hui même dans l'Aude, alors que l'accord UE-Mercosur doit en théorie être examiné samedi prochain. On n'a pas fini d'entendre colérer les agriculteurs. Mouvement de grève au Louvre ce lundi 15 décembre. Ils étaient environ 400 salariés à avoir débrayé dès ce matin. Selon la CGT et la CFDT, la grève reconductible a été votée unanimement. Ils dénoncent le manque de moyens, la détérioration de leurs conditions de travail et reprochent également à la présidente directrice, Laurence Descartes, sa gestion notamment des récents incidents impliquant le spectaculaire cambriolage que tout le monde a en tête. Nous vous proposons un reportage de Lisa Lapp et Andrei Manivit sur place. Je suis en grève aujourd'hui parce que d'ores et déjà nous subissons la même pression que nos collègues de culture. Et en dehors de cela, les nouveaux encadrements Securitas, parce que moi je suis élu CGT Securitas, nous subissons des harcèlements auprès de notre encadrement. Et la discrimination, la pression, et donc nous les subissons au quotidien. Et déjà nous avons perdu, au renouvellement du marché, nous avons perdu 25% d'effectifs. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, il y a la pression, il y a l'augmentation des missions. Donc on n'en peut plus, les collègues n'en peuvent plus. Mais sauf qu'ils ne peuvent pas se manifester parce qu'ils sont muselés par la peur, la terreur que la direction est en train de s'aimer auprès des collègues, il ne peut pas. Cette mesure, elle instaure une discrimination qui rompt le principe d'égalité au service public culturel. Nous pensons qu'au contraire, il s'agit d'affirmer des valeurs fermement, des valeurs d'universalité. À l'heure où certains voudraient nous préparer à perdre nos enfants, eh bien nous préférons instaurer un dialogue entre les cultures, un dialogue entre les civilisations. Et la culture, elle a ce rôle de jouer en ce sens pour instaurer ce dialogue et pour servir de vecteur de transformation sociale. Pourquoi vous êtes en grève aujourd'hui ? Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'évidemment nous demandons à Madame la Ministre de reprendre raison et de renoncer au projet Louvre Renaissance, ce projet qui porte le nom du parti politique de M. Macron et qui lui sert de faire valoir. Aujourd'hui, il y a des priorités. Il faut hiérarchiser les mesures urgentes à prendre dans cet établissement et il n'y a pas lieu de corréler la question de la sûreté à ce projet Louvre Renaissance. Donc la priorité, c'est la vétusté du bâtiment. La priorité, c'est la sûreté du bâtiment. Vous avez vu les rapports qui se sont multipliés ces derniers jours, qui épinglent les défaillances de l'établissement en la matière. Les personnels sont en perte de sens. Ils ne comprennent pas aujourd'hui, alors qu'on leur demande au quotidien d'œuvrer pour la conservation du patrimoine, pour la protection du patrimoine, ils ne comprennent pas qu'un certain nombre de
mesures de sûreté sur lesquelles la direction du Louvre a été alertée, n'ait pas été prise. Et on passe à l'actualité internationale et le drame de Sydney. Dimanche soir, un père et son fils ont ouvert le feu sur une foule qui célébrait la fête juive de Hanouka sur la célèbre plage de Bondy. Cette attaque a fait, à l'heure où nous écrivons ce récap, au moins 15 morts et plus de 40 blessés. Le tout avant que l'un des assaillants ait été arrêté par Ahmed Al-Ahmed. L'autre assaillant, le père Sajid Akram, a été quant à lui abattu par les policiers, tandis que son fils est toujours hospitalisé dans un état grave. Selon la télévision australienne, des enquêteurs antiterroristes estiment que les 2 tireurs avaient prêté allégeance à l'organisation djihadiste État islamique. De hauts responsables ont déclaré à la chaîne de télévision que 2 drapeaux de l'EI avaient été retrouvés dans la voiture des auteurs de l'attaque sur la plage. Mais pour le moment, les motivations restent évidemment floues. Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a récusé tout lien entre cet attentat et la reconnaissance de l'État de Palestine. Cette déclaration fait réponse à celle de Benjamin Netanyahou qui avait accusé l'Australie d'avoir, je cite, jeté de l'huile sur le feu de l'antisémitisme. Nous n'avions pas assez de mauvaises nouvelles à vous annoncer, alors en voilà une dernière pour finir ce récap en beauté. Et c'est au Chili que ça se passe. Le candidat d'extrême droite et nostalgique des années Pinochet, José Antonio Kast, a été élu président. Favori des sondages, bien qu'arrivé second au premier tour, il a remporté le second dans la nuit de dimanche à lundi sur un score net. 58% des suffrages exprimés contre 42% pour son opposante de gauche, Janette Jara. Pendant la campagne, José Antonio Kast s'est illustré en déclarant « Si Pinochet était vivant, il voterait pour moi ». Le père du nouveau président chilien d'extrême droite était lieutenant dans la Wehrmacht et adhérent au parti nazi. Il est comme ces nombreux dignitaires nazis à avoir fui en Amérique du Sud après la guerre. José Antonio Kast, comme tous les candidats d'extrême droite du monde, a fait sa campagne sur la sécurité, l'immigration, alors même que le Chili est encore aujourd'hui un des pays les plus sûrs du monde. Cette victoire a rapidement eu les félicitations de Donald Trump et de son voisin argentin, Javier Milei. Janette Jara, ex-ministre du Travail de Gabriel Boric, celui-là qui aura échoué à faire voter une nouvelle constitution, a reconnu sa défaite et promis une opposition exigeante. Mais peu importe, à l'heure où nous parlons, car plus que jamais, l'extrême droite continue de tisser sa toile un peu partout dans le monde. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas que l'indépendance a un coût. Alors si vous avez envie de nous donner un précieux coup de pouce en cette fin d'année, je le répète, n'hésitez pas à vous abonner aux médias ou à faire un don défiscalisable sur notre site internet. C'est très important, ça nous soutient beaucoup. Vous pouvez aussi évidemment parler de nous autour de vous, ça ne coûte rien et nous suivre sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, en attendant une chaîne TNT, retrouvez-nous sur YouTube, nos 2 chaînes, Le Média et Le Média 24/7, pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.